Maxwell Ashford était assis dans le hall du Grandview Hotel, lisant la section financière du journal avec cette intensité concentrée qui avait fait de lui l'un des plus jeunes et des plus brillants PDG du pays. À 36 ans, il dirigeait Ashford Properties, un empire de l'immobilier de luxe fondé par son père et qu'il avait triplé d'envergure. Le Grandview était l'une de ses acquisitions les plus récentes, un hôtel historique qu'il transformait en un établissement boutique exclusif. Il était là ce jour-là pour les dernières réunions d'inspection avant la grande réouverture. Tout devait être parfait. C'était ainsi que Maxwell fonctionnait, avec précision, contrôle et une tolérance zéro pour les erreurs ou la sentimentalité. Sa vie personnelle reflétait la même philosophie. Après un bref mariage dans sa vingtaine, terminé douloureusement, Maxwell avait conclu que les relations n'étaient qu'une distraction dans la construction de son héritage. Il travaillait 16 heures par jour, voyageait sans cesse et remplissait son rare temps libre d'activités planifiées et maîtrisées. Parties de golf avec des associés d'affaires, galas de charité utiles à son image, dîners qui servaient de tremplin pour son réseau. Absorbé par un article sur les tendances de l'immobilier commercial, il ne remarqua pas la petite fille qui s'approchait avant qu'elle ne se tienne juste devant lui, tenant une enveloppe à 2 mains comme si c'était quelque chose de précieux. « Excusez-moi, monsieur, » dit l'enfant d'une voix petite mais décidée. « Pouvez-vous lire cette lettre ? C'est très important. » Maxwell leva les yeux, surpris. La fillette avait peut-être 3 ou 4 ans, des cheveux blonds fraises attachés en couette avec des rubans rouges, une robe en velours rouge choisie sans doute pour une occasion spéciale, et des yeux noisettes graves, bien trop mûrs pour son âge. « Je suis désolé, ma chérie, dit Maxwell, mais je suis très occupé. » Il replongea dans son journal. « Tu devrais donner cela à tes parents, s'il te plaît. » Mais la fillette insista, sans bouger. « C'est pour ma maman, dit-elle. Mais je ne peux pas encore lire tous les mots. Mademoiselle Ella dit que c'est très important et que quelqu'un doit le lire aujourd'hui. » Quelque chose dans sa voix fit hésiter Maxwell. Il plia son journal et la regarda plus attentivement. Il y avait dans son petit visage une urgence qui contredisait ses mots polis, quelque chose qui parlait d'un fardeau trop lourd pour de si frêles épaules. « Où est ta maman » demanda Maxwell. « Elle dort en haut » répondit la petite. « Elle dort beaucoup. Mademoiselle Ella dit que maman est très malade et qu'elle pourrait devoir aller au ciel bientôt, comme papa. » Maxwell sentit sa poitrine se serrer. Cet enfant parlait de la mort avec cette simplicité calme que seuls les enfants emploient quand ils ne comprennent pas tout à fait ce qu'ils décrivent, tout en sentant malgré tout le poids immense de leurs mots. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement, posant complètement son journal. « Sophia Rose Montgomery » répondit-elle très sérieusement, comme on lui avait appris à se présenter. « Mais tout le monde m'appelle Sophie, j'ai 3 ans et 3 quarts. » « Eh bien, Sophie, dit Maxwell, pourquoi ne t'assoirais-tu pas ici et ne me montrerais-tu pas cette lettre ?» Sophie grimpa sur le fauteuil en cuir à côté de lui, posant soigneusement l'enveloppe sur ses genoux. « Mademoiselle est là, c'est la dame qui apporte les médicaments de maman, expliqua-t-elle. Elle m'a donné ça et a dit que je devais trouver quelqu'un de gentil pour la lire, parce qu'elle contient des instructions sur ce qu'il adviendra de moi quand maman ira au ciel. » La gorge de Maxwell se serra. Il prit l'enveloppe avec des mains légèrement tremblantes. L'adresse indiquait qu'elle provenait des services de protection de l'enfance. Avec une appréhension croissante, il l'ouvrit et commença à lire. C'était une lettre expliquant que la mère de Sophie, Isabella Montgomery, était atteinte d'un cancer en phase terminale. Elle séjournait à l'hôtel parce que son assurance était épuisée et qu'elle avait perdu son appartement. Le tarif hebdomadaire ici était moins cher que la plupart des autres options. Isabella avait déposé une demande de placement d'urgence en famille d'accueil pour Sophie, car elle n'avait plus aucun membre de sa famille pour s'occuper de l'enfant. La lettre détaillait la procédure et le calendrier, expliquant essentiellement que, lorsqu'Isabella mourrait, Sophie serait confiée au système d'accueil. En bas, une note manuscrite, probablement écrite par mademoiselle Ella, précisait qu'Isabella était désormais trop faible pour gérer les formalités et qu'il fallait quelqu'un pour l'aider à comprendre et à signer les formulaires de consentement. Le temps pressait. Maxwell resta assis, stupéfait, les yeux fixés sur ces mots. Cette petite fille, vêtue de sa jolie robe rouge, assise à côté de lui avec une confiance absolue,
allait bientôt perdre sa mère et être placé en foyer, sans famille, sans personne à qui se raccrocher, sans filet de sécurité. « Pouvez-vous me la lire » demanda Sophie. « Mademoiselle Ella a dit que je suis trop petite pour comprendre, mais je veux savoir. » Maxwell regarda cet enfant qui méritait tant plus que ce que la vie lui offrait. Il ne pouvait pas lui lire cette lettre. Il ne pouvait pas dire à une fillette de 3 ans que sa mère était en train de mourir et qu'elle serait envoyée vivre chez des inconnus. « C'est une lettre pour s'assurer que tu sois bien protégée, » dit Maxwell doucement. « Ta maman t'aime très fort et elle veut s'assurer que tu sois en sécurité et heureuse. Même quand elle ira au ciel ?» demanda Sophie. « Surtout à ce moment-là, » répondit Maxwell, d'une voix rauque qu'il ne parvint pas à maîtriser. « Tu veux venir voir ma maman ?» demanda Sophie, se levant et prenant sa main avec la confiance naturelle d'un enfant qui n'a pas encore appris que le monde peut être cruel. « Mademoiselle Ella a dit que quelqu'un doit t'aider avec les papiers. Et tu sembles gentil. Tu as des yeux gentils. » Maxwell baissa les yeux vers cette petite main dans la sienne et sentit quelque chose de profond se déplacer en lui. Il avait passé 15 ans à ériger des murs autour de son cœur, à se convaincre que la distance émotionnelle était une forme de force. Mais la confiance de cet enfant, son innocence face à la tragédie, était en train de briser chaque défense qu'il avait construite. « Oui, s'entendit-il dire, je vais aller voir ta maman. » Sophie le conduisit jusqu'à l'ascenseur et appuya sur le bouton du 4e étage. Elle bavarda pendant qu'il montait, lui racontant les histoires de sa maman, comment elles chantaient ensemble et comment maman disait toujours qu'elle était sa fille courageuse. « Mais je ne me sens pas très courageuse, » avoua Sophie en marchant dans le couloir. « J'ai peur du ciel. C'est loin ?» « Je ne sais pas, » répondit Maxwell. « Mais je pense que les gens qui nous aiment ne disparaissent jamais vraiment, même quand on ne peut plus les voir. » La chambre de Sophie se trouvait au bout du couloir. Elle ouvrit la porte avec une petite clé qu'elle portait sur un ruban autour du cou, révélant une pièce modeste mais propre. Sur le lit reposait une femme qui avait dû être belle autrefois, mais dont le visage était désormais amaigri et pâle, les cheveux blonds clairsemés par les traitements. À côté d'elle était assise une femme âgée, en blouse d'infirmière. « Sophie, ma chérie, » dit la femme doucement, « tu ne peux pas amener des inconnus dans notre chambre. » Puis elle s'interrompit en voyant la lettre dans la main de Maxwell. « Oh, tu as trouvé quelqu'un pour aider. Je suis Maxwell Ashford, dit-il. Je suis le propriétaire de cet hôtel. Sophie m'a demandé de lire cette lettre. » Les yeux d'Isabella Montgomery s'ouvrirent lentement. Même affaiblie, Maxwell y vit un amour farouche quand elle posa le regard sur sa fille. « Ma chérie, tu ne dois pas déranger les gens, » souffla-t-elle. « Il n'est pas dérangé, maman, » répondit Sophie en grimpant prudemment sur le lit. « Il a des yeux gentils, il va nous aider. » Au cours de l'heure suivante, avec l'aide d'Ella, Maxwell découvrit toute leur histoire. Le mari d'Isabella était mort dans un accident de travail 3 ans plus tôt, juste avant la naissance de Sophie. Isabella avait reçu un diagnostic de cancer au stade 4, il y a 18 mois, et avait épuisé tous les traitements, toutes ses économies, en essayant de survivre pour sa fille. Elle s'était battue de toutes ses forces, mais son corps abandonnait. « Il me reste peut-être 1 semaine, peut-être 2, dit Isabella d'une voix faible mais posée. J'ai fait la paix avec la mort. Ce que je ne peux pas accepter, c'est que Sophie entre dans le système sans personne pour la défendre, sans personne pour veiller à ce qu'elle soit placée dans un foyer sûr et aimant. Je n'ai pas de famille, poursuivit-elle. Mes parents sont morts, j'étais fille unique. Et la famille de mon mari nous a coupé les ponts quand je suis tombée malade. Il disait que j'étais un fardeau financier. Sophie n'a plus personne. » Maxwell regarda la petite fille endormie contre sa mère, une minuscule main serrant celle, amaigrie, d'Isabella. Il pensa à son vaste pantouse vide, à sa vie parfaitement maîtrisée, à tout ce succès qui paraissait soudain creux face à la vraie souffrance. Et si elle n'avait pas à entrer dans le système, entendit-il sa propre voix dire. Les 2 femmes le fixèrent, surprises. « Que voulez-vous dire » demanda Ella. « Et si quelqu'un voulait l'adopter, » continua Maxwell, son esprit allant à toute vitesse. Quelqu'un qui pourrait lui offrir un bon foyer, la sécurité financière et s'assurer qu'elle soit bien entourée. Les yeux d'Isabella se remplirent de larmes. « Vous voulez dire, vous, pour un enfant que vous venez à peine de rencontrer ?»« Je dis que je veux aider, » répondit Maxwell. « J'ai des moyens, des contacts,
je peux m'assurer que Sophie soit en sécurité. » Durant les 3 jours suivants, Maxwell fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il mit toutes ses affaires en pause. Il engagea le meilleur avocat spécialisé en droit de la famille de l'État, travailla avec les services sociaux pour accélérer la procédure d'adoption d'urgence. Il passa chaque moment libre à l'hôtel, à apprendre à connaître Sophie, à gagner sa confiance et à discuter avec Isabella des souhaits qu'elle avait pour sa fille. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demanda Isabella lors d'une de ses dernières visites. Elle s'affaiblissait rapidement, mais elle devait comprendre avant de partir. « Parce qu'il y a 15 ans, avoua Maxwell, j'ai décidé que ma carrière était la seule chose qui comptait. J'ai bâti un empire, mais je l'ai bâti seul. Je me suis convaincu que je n'avais pas besoin de famille, ni d'amour, ni de lien. Et puis, Sophie m'a tendu une lettre et m'a regardé avec une confiance totale. J'ai compris alors que je ne vivais qu'à moitié. Elle m'offre la chance d'être plus que réussie. Elle m'offre la chance de compter pour quelqu'un. Elle aura besoin de beaucoup de choses, murmura Isabella. De patience, d'amour et de quelqu'un pour la serrer dans ses bras quand elle pleurera mon absence. Je le sais, répondit Maxwell, et je te promets que je serai là. Pour tout. Je lui parlerai de toi chaque jour. Je veillerai à ce qu'elle sache à quel point tu l'aimais et à quel point tu t'es battu pour rester avec elle. Vous serez un bon père, dit Isabella, les larmes coulant sur ses joues. Merci de m'offrir cette paix. 5 jours après que Sophie eut remis cette lettre à Maxwell, Isabella Montgomery s'éteignit paisiblement, sachant que sa fille serait en sécurité. Maxwell s'assit avec Sophie dans un coin tranquille de l'hôtel, tandis qu'Ella expliquait doucement à la petite fille que sa maman était partie au ciel. « Elle est avec papa maintenant ?» demanda Sophie d'une petite voix tremblante. « Oui, ma chérie, répondit Ella. » Sophie se tourna vers Maxwell, les yeux pleins de larmes. « Tu vas encore m'aider ? Ou c'était seulement pendant que maman était là ?» Maxwell la serra dans ses bras, cette minuscule personne qui avait brisé toutes ses barrières et lui avait révélé ce qui comptait vraiment. « Sophie, j'ai fait une promesse à ta maman. Je vais devenir ton papa maintenant. Si tu es d'accord, tu viendras vivre avec moi et je prendrai soin de toi pour toujours. »« Pour toujours et à jamais ?» demanda Sophie. « Pour toujours et à jamais, promit Maxwell. » L'adoption fut finalisée 3 mois plus tard. Maxwell transforma son penthouse stérile en un véritable foyer, le remplissant de jouets, de livres et de tout ce dont une petite fille pouvait avoir besoin. Il réduisit considérablement ses heures de travail, engagea une nounou formidable pour l'aider lorsqu'il devait s'absenter et apprit à tresser des cheveux, à organiser des goûters imaginaires et à lire la même histoire du soir 17 fois, parce que Sophie avait besoin du réconfort de la répétition. Peu à peu, Sophie guérit. Elle avait encore des jours difficiles, ceux où elle pleurait sa maman, mais elle avait aussi des jours heureux, remplis de rires, de jeux et de la certitude d'être aimée et en sécurité. 2 ans après ce jour dans le hall de l'hôtel, Maxwell se tenait à la cérémonie de fin d'année de maternelle de Sophie, la regardant recevoir un certificat de gentillesse. Sur son panneau, à propos de moi, elle avait écrit « Ma maman Isabella est au ciel avec mon papa. Mon papa Maxwell s'occupe de moi maintenant. Il a des yeux gentils. » Le partenaire de Maxwell le trouva en train d'essuyer discrètement ses larmes. « Tu as changé, Maxwell. Il y a 2 ans, tu aurais planifié cette cérémonie autour d'une réunion du conseil. Et maintenant te voilà, à pleurer, à une remise de diplôme de maternelle. »« Il y a 2 ans, j'étais un homme à succès, mais vide, » répondit Maxwell. « Une petite fille en robe rouge m'a tendu une lettre et m'a donné la chance d'être plus qu'un PDG. Elle m'a donné la chance d'être le monde entier pour quelqu'un. Voilà le succès qui compte vraiment. Parce que c'est ce que Maxwell avait appris. Que les lettres les plus importantes ne sont pas celles écrites sur un papier à en-tête d'entreprise, ni celles contenant des propositions de fusion. Parfois, la lettre la plus importante est celle qu'un enfant vous tend, en vous confiant tout son avenir, celle qui abat vos murs par sa pureté et son besoin, celle qui vous montre que la vraie force ne réside pas dans la distance émotionnelle, mais dans le courage d'ouvrir son cœur, même quand cela fait peur. Sophie lui avait demandé s'il pouvait lire sa lettre parce qu'elle était très importante. Elle avait eu raison. C'était la lettre la plus importante que Maxwell ait jamais lue. Parce qu'elle ne lui parlait pas seulement d'un enfant ayant besoin d'aide, elle lui révélait l'homme qu'il avait toujours été destiné à devenir. Si cette histoire a touché votre cœur,
et vous a rappelé que notre véritable but naît souvent de moments de connexion inattendus et que la famille se construit par le choix et par l'amour, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits sur l'ouverture du cœur, le respect des dernières volontés et la découverte du vrai succès, celui qui se mesure aux vies que nous touchons. Commentez ci-dessous une fois où la confiance de quelqu'un a changé votre chemin, ou ce moment où vous avez compris que la force vient de la vulnérabilité. Parfois, la chose la plus importante que nous puissions faire, c'est simplement lire la lettre qu'un enfant nous tend et avoir le courage d'y répondre.